Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce 88e R&D Corner. Donc comme vous voyez, j'ai repris la main. Je vais essayer de ne pas être trop rouillée pour ce R&D Corner et d'essayer de relever le niveau de manuel. Donc on est bienvenue à tous, bienvenue à toutes, évidemment pour ce nouveau rendez-vous. Je vous rappelle juste les règles pour ce webinaire. Donc, posez pour nous dire bonjour et poster vos petits messages, utilisez l'onglet chat. Par contre, pour tout ce qui est questions relatifs à la présentation, aux appels à projets que l'on va vous présenter, posez bien vos questions dans l'onglet questions. Qui est juste à côté de l'onglet chat afin que nous puissions les voir et y répondre en direct. Je suis accompagnée aujourd'hui de Julia. Donc, merci Julia d'être avec nous. Bonjour tout le monde, bonjour Jennifer. Et de Bastien qui est à la manette derrière son écran. Donc, n'hésitez pas, s'il y a un problème technique ou quoi que ce soit, de nous le faire remonter dans le chat. J'espère que tout le monde nous entend bien. Et donc, on va lancer ce 88e R&D Corner. Donc, comme d'habitude, on fera le panorama des appels à projets régionaux, nationaux et européens. Et puis, en fin de webinaire, nous aurons le plaisir d'accueillir Antoine Marot qui viendra nous présenter le challenge IA pour la transition énergétique qui est mené en partenariat avec la région Île-de-France. Et donc, vous pourrez lui poser toutes vos questions en fin de webinaire. Et on accueillera également notre collègue Benjamin Gans qui viendra vous présenter la nouvelle équipe animation de Cap Digital, mais on y reviendra dans cette présentation. Donc, voilà, nous sommes là toutes les deux ce matin. Donc, Julia nous fait le plaisir de nous accompagner sur ce webinaire et également pourra vous accompagner momentanément en attendant que le remplacement de Manuel arrive sur vos volontés d'aller chercher des financements européens. Donc voilà, merci Julia de faire cette transition. Pour nous contacter, c'est toujours le même process. Vous avez un formulaire en ligne à compléter. Dès que vous le complétez en nous racontant un petit peu quelles sont vos volontés et vos projets de R&D, on vous répond, on vous propose un rendez-vous pour discuter de votre projet. Pour nous contacter, toujours une seule adresse, projet@capdigital.com. Alors actuellement, je suis la seule derrière cet alias, mais voilà, bientôt l'équipe se renforcera. Et puis évidemment, les appels à projets toujours sur notre site internet. Dans l'équipe, on est également accompagné par notre réseau d'experts qui est là pour expertiser et vous donner tous ces conseils sur vos projets de R&D. Donc voilà, on remercie encore notre réseau d'environ 120 experts qui sont des experts académiques et des experts business et corporate qui viennent nous aider à expertiser et à labelliser vos projets de R&D. Donc, je ne suis pas seule. La R&D, la définition et le financement, je vous rappelle les grands principes du régime de la R&D auquel est soumis tous les appels à projets ou la plupart des appels à projets que l'on va vous présenter par la suite. Donc, c'est bien un régime de R&D, c'est pour développer ces projets de R&D, donc la recherche et le développement expérimental. Tout ça est expliqué dans le manuel de Frascati si ça vous intéresse. Mais sachez que voilà, l'État peut vous aider à hauteur environ de 45% la plupart du temps sur vos appels à projets de R&D pour financer votre R&D sans plafond maximum, contrairement au régime de minimis qui concerne plutôt le développement commercial et celui-là qui est plafonné.
L'accompagnement à la R&D chez Cap Digital, je vous le rappelle brièvement. Donc, on a des événements de sensibilisation, dont le fameux R&D Corner qui revient tous les mois. Ensuite, comme je vous le disais, suite à votre volonté d'être accompagné sur vos projets de R&D, on va pouvoir faire des diagnostics sur votre projet, vous conseiller sur le meilleur appel à projet qui correspond à votre projet, faire des mises en relation si vous souhaitez monter un projet collaboratif et que vous cherchez des partenaires. On a un grand réseau que je vais présenter par la suite et qui nous permet de vous mettre en relation avec des entreprises innovantes, avec des laboratoires de recherche, avec des collectivités territoriales. Donc voilà, il faut profiter de Cap Digital et de son large réseau. Ensuite, eh bien, quand vous nous déposez vos projets de R&D, c'est l'expertise et la labellisation de projets par notre réseau d'experts et notre bureau exécutif. Et ensuite, si vous êtes, j'ai chanceux lauréat des appels à projets, une mise en visibilité, une valorisation de tous vos projets, même au-delà juste de vos projets de R&D. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes membre de Cap Digital, à nous relayer vos succès afin que l'on puisse, nous aussi, les mettre en avant. Donc, un petit rappel sur qui nous sommes. Donc, nous sommes un collectif d'innovateurs d'environ 900 structures, dont la majorité sont des startups et PME, et on est appuyé par des fonds d'investissement, des collectivités territoriales, des grands comptes et évidemment des académiques et des laboratoires de recherche qui viennent appuyer cette R&D et qui sont tout à fait disposés à collaborer avec les entreprises innovantes sur des appels à projets à fort impact. Donc, on est, comme je vous le disais, entouré d'environ 150 experts qui viennent nous aider à expertiser les projets. Et au sein de Cap Digital, on est une trentaine de collaborateurs qui sommes là pour vous écouter et pour vous aider à vous développer. Cap Digital, donc c'est une équipe à votre écoute et c'est également beaucoup d'organisations d'événements, soit en propre, soit en collaboration avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter afin de pouvoir voir tous ces événements et de pouvoir y participer quand ils vous intéressent. Alors, Jennifer, j'ai une question. Déjà, j'avais répondu dans le chat à Ignacio. Le webinaire sera bien enregistré et comme à chaque fin de webinaire, vous recevrez l'enregistrement et les présentations dans la journée ou demain. Et une autre question de Valérie qui demande comment on devient expert chez Cap Digital. Très bien. Alors, très bonne question, hein, Valérie. Comment devient-on expert chez Cap Digital? Donc, vous avez un formulaire à renseigner en ligne qui nous permet de voir un petit peu voilà, sur quel champ est votre expertise. On va vous demander votre CV, vos champs d'expertise. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que on vous proposera un rendez-vous, sauf si on vous connaît déjà. Mais si on ne vous connaît pas, on vous proposera un rendez-vous afin de discuter avec vous un petit peu des enjeux autour de devenir expert de Cap Digital et puis un petit peu les modalités, comment on fait appel à vous et voilà, tous nos experts sont pro bono. Ça peut nous arriver d'avoir des demandes d'expertise qui sont rémunérées, mais sur l'expertise des projets de R&D, voilà, c'est pro bono et d'ailleurs c'est pour ça qu'on les... Enfin, c'est pas pour ça qu'on les remercie, mais c'est entre autres pour ça qu'on les remercie, parce que les experts nous donnent du temps gratuitement pour évaluer les projets, et ça, ça a vraiment une grosse valeur ajoutée. Donc, n'hésitez pas, pour toute question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur comment devenir expert, et sinon, directement sur notre site internet, sur le formulaire en ligne. Et ensuite, une fois qu'on aura reçu votre candidature, elle sera évaluée et validée en conseil d'administration ou en bureau exécutif par le bureau exécutif de Cap Digital. Donc, n'hésitez pas, on recherche toujours des experts, en particulier sur les thématiques qui nous sont chères, c'est-à-dire la transition écologique du numérique ou le numérique au service de la transition écologique, et également sur des enjeux de souveraineté et de confiance du numérique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ces champs d'expertise, de postuler
nous recevrons votre candidature avec beaucoup d'intérêt. Merci Jennifer. Juste pour information, Sarah a mis le lien dans l'onglet questions, notre collègue, et j'ai aussi remis le lien pour si vous souhaitez devenir expert dans le chat. Donc n'hésitez pas à cliquer. Merci beaucoup Julia et merci beaucoup Sarah. Donc, je reprends la présentation sur les chiffres clés, mais vous les connaissez certainement déjà. Donc, la R&D, depuis le démarrage du pôle, c'est plus de 3200 projets qui ont été reçus. Et d'ailleurs, je vois que Philippe Roy est toujours en ligne. Merci Philippe d'être aussi fidèle. Donc, c'est grâce à lui, notamment, que ces 3200 projets ont pu être derrière expertisés, labellisés et financés. Donc voilà, toujours la R&D aussi active chez Cap Digital. Cap Digital, c'est aussi de l'accélération. Hein. Sarah est également en ligne, notre collègue, sur toute la session à la levée de fonds. Donc n'hésitez pas également à contacter Sarah hein, sur le financement de l'innovation. On a aussi la partie privée sur laquelle on peut vous accompagner grâce aussi à notre collège d'investisseurs en capital. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut vous aider à faire. Évidemment, tout le volet transformation numérique et expérimentation urbaine sur lequel on a également quelques programmes. Et sur lequel on peut également vous accompagner. Et on reviendra sur quelques programmes d'expérimentation au cours de cette présentation. Donc, les chiffres clés, c'est également des chiffres clés à l'Europe. Alors, peut-être, Julia, comme tu es là, je te propose de te céder la parole sur cette partie. Avec plaisir. Donc, depuis la création du pôle, nous avons été impliqués dans plus de 42 projets européens, notamment des projets EIT, Horizon 2020, Horizon Europe récemment. Et sur l'année 2023, on gère 7 projets européens dans la santé et dans la ville durable notamment. Nous sommes en lien avec plus de 230 partenaires européens au niveau. Nous sommes en lien avec plus de 230 partenaires qui peut être des pôles de compétitivité comme Cap Digital, mais aussi des universités ou des collectivités. Et en ce moment, voilà, on est en lien actif avec 90 partenaires européens. Voilà, je te redonne la parole, Jennifer. Merci beaucoup, Julia. Pour nous rejoindre et faire partie de notre collectif, c'est simple. De la même manière, il y a un formulaire en ligne et on peut tout à fait ensuite vous proposer, suite à ce formulaire ou en nous contactant directement, un entretien pour voir l'intérêt et sonder votre intérêt à rejoindre notre pôle. Vous avez la grille de cotisation, enfin une partie de la grille de cotisation qui est présentée, mais on pourra vous détailler tout ça. Et notamment, voilà, toute une équipe qui sera là pour vous aiguiller sur tous les enjeux de cette adhésion. Mais Benjamin Gans, qui dirige cette équipe, interviendra en fin de webinaire pour vous la présenter plus en détail. Donc, je passe rapidement ici. Et on enchaîne tout de suite avec les appels à projets de la région Île-de-France. Donc, sur ces appels à projets, je vais en présenter quelques-uns. Évidemment, il y en a un peu plus que ça, mais là, on va se focaliser sur 2 appels à projets que nous menons en partenariat avec la région Île-de-France. Le premier appel à projet, c'est un appel à projet, donc toujours, on est toujours sur une déclinaison de la GAP InnovUp de la région Île-de-France. Donc, le premier appel à projet que je vais vous décrire, c'est le InnovUp Expérimentation Silver Economy et Bien Vieillir. Donc, nous sommes partenaires aux côtés de Silver Valley sur cet appel à projet. Donc,
tous les appels à projets expérimentation, c'est évidemment de soutenir des projets d'innovation et leur application sur le terrain. Donc celui-là, comme son nom l'indique, est dédié à la silver economy et au bien vieillir. 5 domaines clés prioritaires ont été mis en lumière, mais ce n'est pas exhaustif, hein. Donc, si vous avez un projet qui porte sur la santé, sur la prévention, sur le soutien aux aidants, sur l'inclusion sociale ou sur la mobilité et l'aménagement, n'hésitez pas à nous contacter. En tant que partenaire de la région Île-de-BPI-France sur cet appel, nous pouvons trouver un terrain d'expérimentation pour que vous puissiez déployer votre expérimentation. De même, si vous êtes un terrain d'expérimentation, et ça c'est un terrain au sens très large du terme, n'hésitez pas également à nous contacter, puisqu'on est en contact avec des entreprises innovantes qui souhaitent expérimenter sur un territoire ou sur un lieu dédié. Seules les entreprises sont aidées dans ce programme, mais ils vont pouvoir mettre à disposition gratuitement pour le terrain d'expérimentation leurs solutions sur une période de 6 à 18 mois. Donc, vous êtes aidés pour les entreprises, elles sont aidées, elles sont subventionnées, hein, toujours à hauteur de 50%. Hein, je vous rappelle la règle de subvention. Hein. Il faut montrer, c'est-à-dire que l'État et la région prend un risque avec vous, c'est-à-dire qu'il va venir subventionner votre expérimentation à hauteur de 50%, mais il partage le risque avec vous puisque vous devez mettre également 50% de votre côté afin d'expérimenter sur le territoire ou de mener à bien les projets de R&D. Donc, vous pouvez être aidé jusqu'à 500 kilo € en subvention. Donc, c'est plus attractif que sur la partie, en tous les cas, subventionnement que le InnovUp classique. Et pour vous aider à déployer et à expérimenter votre solution, faire votre premier POC, solution innovante. Ce sont des solutions qui ne doivent pas être encore mises sur le marché et qui vont permettre de valider cette phase expérimentale grâce à cette expérimentation sur le terrain. Alors, Jennifer, j'ai une question de la part de Cédric. Pour les appels à projets régionaux, faut-il impérativement avoir son siège social dans la région ou est-ce que cela peut être seulement un établissement ou le lieu de l'expérimentation ? Alors effectivement, Cédric, pour les appels à projets régionaux de la région Île-de-France, vous comprenez bien que la région Île-de-France a pour vocation de maximiser son impact et le développement économique de son territoire. Donc, l'entreprise doit être soit basée en Île-de-France, avoir son siège social en Île-de-France, soit avoir des employés et faire sa R&D en Île-de-France. Donc, ça ne peut pas être n'importe quel établissement, ça doit être l'établissement de la R&D, étant donné que c'est un appel à projet de R&D et d'expérimentation. Il faut que l'établissement soit un établissement de R&D, et à ce moment-là, ça marche, même si votre siège social n'est pas en région, mais il faut que vous montriez que vous avez un impact économique sur la région. Il faut que vous montriez aussi que l'aide va vous permettre, pourquoi pas, d'embaucher dans la région Île-de-France et de vouloir vous déployer sur cette région. Donc, de la même manière, un autre appel à projet avec cette fois-ci dédié à la transition écologique des territoires que l'on mène, pareil, en partenariat avec la fondation Solar Impulse et l'association Construire au futur, habiter le futur. Donc, les mêmes principes que ceux que j'ai énumérés précédemment. Là, les terrains d'expérimentation sont majoritairement des collectivités territoriales ou des entreprises qui ont des délégations sur les territoires. Et là, les domaines clés prioritaires sont l'éco-construction, les déchets et les ressources, l'énergie, la nature et la biodiversité, l'adaptation et la résilience, et la mobilité et la logistique. Donc, sur cet appel-là, on va bientôt fêter les 1 an de cet appel à projet InnovUp Expérimentation Transition écologique des territoires.
territoire. Donc, on a un gros portefeuille de terrain, un portefeuille également de solutions. Donc, n'hésitez pas. Là, on a quand même pratiquement 1 an de recul sur cet appel à projet. Et donc, les mises en relation se font beaucoup plus rapidement puisqu'on a déjà eu des terrains qui nous ont manifesté leur intérêt. Pareil, si vous êtes un terrain d'expérimentation, une collectivité territoriale et que vous n'avez pas encore pris contact avec nous, n'hésitez pas, on pourra faire un bilan de vos besoins et sourcer et rechercher des solutions qui correspondraient à ce besoin sur votre territoire. Donc voilà pour InnovUp Expérimentation. Un autre appel un petit peu spécifique de la gamme InnovUp de la région Île-de-France, c'est le InnovUp Leader PIA 4 qui revient et qui clôturera une nouvelle vague en septembre. Donc c'est un appel à projet qui revient, on a 2 vagues par an. Pareil, c'est une version un petit peu spécifique de la gamme InnovUp. C'est vraiment pour faire émerger les leaders sur les marchés avec des enveloppes financières qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros. De la même manière, si vous avez un projet innovant, que la fourchette correspond à la fourchette de cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Vous voyez que la deadline pour se faire accompagner tombe pendant les grandes vacances, donc en août. Donc, n'hésitez pas à prendre contact dès maintenant avec nous pour manifester votre intérêt sur cet appel à projet et de nous envoyer votre projet si possible, le plus en amont possible, en tous les cas de manifester votre intérêt le plus en amont possible, qu'on soit bien armé pour vous accompagner sur la fin du mois d'août. Également, un appel à projet qui revient sur une nouvelle vague, c'est l'appel à projet IDEMO régionalisé. Donc là, c'est un appel à projet collaboratif. C'est pour soutenir des projets collaboratifs de recherche et développement, donc c'est-à-dire des entreprises et des laboratoires de recherche. Les thématiques et les domaines clés sont ceux issus de la feuille de route stratégique de la région Île-de-France. Donc, vous les avez listés ici. Sur cet appel en particulier, là, il est en train d'être sur les projets qui ont été déposés à la vague précédente, ils sont en train de passer l'oral. Donc, sur cet appel à projet, étant donné que si vous cherchez des partenaires, étant donné que c'est un appel à projet collaboratif, vraiment nous solliciter le plus en amont possible pour qu'on vous aide sur la formalisation de cet appel. Donc, manifestez votre intérêt dès maintenant. On aura évidemment une deadline de label qui arrivera en octobre, mais vraiment, c'est important, surtout si vous cherchez des partenaires, de nous contacter le plus en avance possible. Et je vous rappelle le taux d'aide maximisé avec 5% de bonus si vous êtes labellisé par un pôle de compétitivité et donc si vous êtes labellisé par Cap Digital. Donc, on en a fini sur les appels à projets régionaux. Je ne vois pas de nouvelles questions dans l'onglet questions. Et donc, on va passer directement aux appels à projets nationaux. Donc, je vous rappelle de la logique d'intervention des appels à projets nationaux du plan France 2030, qui inclut maintenant le PIA 4. Donc, on a 2 volets sur ce plan France 2030, un volet structurel et un volet dirigé. Le volet structurel, ce sont les appels à projets. Les appels à projets génériques qui reviennent par vagues successives et les appels à projets que je vous présenterai par la suite dirigés, c'est celles qui correspondent et qui sont issues des stratégies d'accélération prioritaires du gouvernement. Donc, je commence par l'innovation structurelle. Donc, sur cette innovation structurelle, un appel à projet qui vient de ressortir, lancement de la saison 2 de l'AMI Compétences et Métiers d'Avenir du plan France 2030 qui est coopéré par l'ANR et la Caisse des dépôts. Sur cette AMI, on va avoir 2
deux dispositifs différents, un premier dispositif de diagnostic et puis un deuxième dispositif pour financer la mise en place de formation ou de projets. Donc, c'est évidemment, comme son nom l'indique, c'est un AMI qui vise à financer des projets. Donc, c'est un AMI qui a une enveloppe financière directement, qui va directement subventionner des projets. Donc, qui finance des projets de formation, d'ingénierie de formation et de sensibilisation en réponse aux objectifs fixés par France 2030 et qui finance, comme je vous le disais, aussi des diagnostics complémentaires en matière de besoins en compétences, de formation, en dispositif d'attractivité. Donc, c'est un dispositif qui se veut agile, avec des phases en fait de soumission, de pré-dossier pour voir tout de suite et pour pouvoir avoir un retour assez rapide de l'intérêt de France 2030 sur votre projet. Et là, 4 volets, donc des dispositifs transversaux d'attractivité et d'innovation, des voies d'excellence professionnelle et technologique, des voies d'excellence académique et l'accompagnement des parcours professionnels. Donc voilà, c'est un beau programme. Si vous avez des projets dans ce domaine-là, n'hésitez pas à les soumettre. Pour l'instant, le dispositif est ouvert jusqu'en 2025. Il vient de réouvrir. Vous postulez au fil de l'eau. Après, il va y avoir des phases d'instruction, évidemment. De la même manière, pour demander notre expertise et notre labellisation, vraiment nous contacter le plus rapidement possible. Si vous cherchez des partenaires et que vous souhaitez être mis en relation, n'hésitez pas. Et si vous voulez également que Cap Digital vous accompagne en tant que partenaire des projets, c'est également possible. N'hésitez pas à nous contacter pour sonder l'intérêt. Ça peut être très important pour nous aussi de vous accompagner en tant que partenaire, puisque vous savez que c'est un des gros axes stratégiques de la VAC 5 de notre pôle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez nous inclure dans votre consortium. Toujours ouvert jusqu'au 20 juin, mais on a l'assurance que cet appel à projet reviendra. C'est la version nationale du IDEMO, donc là c'est le IDEMO 2, donc c'est bien pour soutenir des projets de R&D structurants, soit individuels, soit collaboratifs, avec la même logique de partenariat et de collaboration avec les laboratoires de recherche. Sur l'appel à projet IDEMO 2, on a évidemment un gros focus sur la transition écologique, énergétique et numérique. Donc, si vous avez un projet qui rentre dans ces caractéristiques, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un appel à projet qui se passe en 2 phases, une première phase à l'oral et une deuxième phase à l'écrit. Évidemment, on vous accompagne dès la phase orale. Donc, dans la structuration de votre projet, on vous fait passer un oral blanc, évidemment, avec nos experts et on pourra vous accompagner derrière, si vous êtes présélectionné, sur la phase de pitch et sur la phase de dépôt de votre projet. Donc là, de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter le plus en amont possible. Si vous cherchez des partenaires, n'hésitez pas également à nous contacter pour venir structurer votre consortium. Là, vraiment, il faut que soit votre projet ait un impact direct sur la transition écologique, soit qu'ils adressent ces questions-là by design dans la formation de vos solutions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un tel projet. Donc, de la même manière, je ne vois pas de questions sur ce volet structurel des appels à projets, mais s'il y en a, on pourra très bien les poser à la fin de mon intervention sur les appels à projets nationaux. Ici, je vais vous présenter les appels à projets nationaux sur l'innovation dirigée, donc issus directement des stratégies d'accélération du gouvernement. Il y a quelques appels qui viennent juste de sortir, donc c'est ceux-là que je présenterai en particulier. On l'a déjà présenté sur la stratégie d'accélération de l'intelligence artificielle, donc 3 programmes qui peuvent être vus comme des programmes complémentaires sur
sur ce volet dirigé d'accélération IA. Donc, on a bien l'appel à projet qui revient en vague 2 de démonstrateurs d'intelligence artificielle dans les territoires. Donc, sur ce volet-là, il y a plusieurs webinaires qui sont proposés par le ministère de la Transition écologique. Donc, n'hésitez pas à les suivre. Si jamais vous êtes intéressé par cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter directement, le plus en amont possible sur ce volet-là. On a toujours ouvert l'appel mutualisation technologie et démonstration de technologies d'intelligence artificielle embarquée qui revient également sur une vague 2. Là, ce que je vais vous présenter, c'est l'appel dont le cahier des charges vient de sortir, démonstrateur d'intelligence artificielle de confiance, qui vient en complément de cet appel maturation technologique et démonstration de technologies d'intelligence artificielle embarquée. Donc, le cahier des charges est sorti. C'est un appel à projet collaboratif sur des budgets qui vont de 5 à 20 millions d'euros et qui visent des TRL 4 et 6 pour aboutir à des TRL 7, 8 sur des programmes de 18 à 60 mois. Donc, cet appel à projet, il ambitionne de soutenir des innovations matérielles, logicielles et systèmes soutenant la maturation et la démonstration de systèmes fonctionnels critiques intégrant de l'intelligence artificielle de confiance et vraiment le mot intelligence artificielle de confiance prend tout son sens dans cet appel à projet. C'est vraiment une priorité, intelligence artificielle de confiance, intelligence artificielle frugale qui répond aux enjeux de la transition écologique du numérique. Donc les démonstrateurs doivent avoir fait une première preuve de concept en conditions de laboratoire et c'est vraiment pour développer derrière ces démonstrateurs. Donc là, vous pouvez postuler sur cet appel à projet jusqu'au 7 septembre 2023. Là, de même, il y a un oral avant une préphase orale avant une phase écrite. La deadline arrivant assez tôt sur le mois de septembre. Vraiment, si vous êtes intéressé par cet appel à projet, contactez-nous dès maintenant pour que l'on puisse vous accompagner. Les mois d'été sont toujours assez peu propices à ce que les gens soient disponibles. Donc, vraiment, si vous avez un tel projet et que ça peut répondre à ce cahier des charges, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant. Un autre appel à projet qui vient de ressortir, c'est l'appel à projet espace de données mutualisées. Donc, la mutualisation au sein de une ou plusieurs filières d'outils numériques. Donc là, il est ouvert jusqu'au 5 juin 2024, mais vous voyez que vous avez une première relève au 1er septembre 2023. Donc, de même, si vous avez un tel projet, étant donné la complexité de montage de ce portage de projet sur cet appel-là, n'hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible, vraiment. Surtout si vous cherchez des projets, on fera peut-être un webinaire dédié à cet appel à projet-là, puisqu'il est, comme je vous le disais, assez complexe, et puis aussi pour revenir un petit peu sur ce qui a été adressé lors des précédentes vagues. Donc, c'est des budgets supérieurs à 2 millions d'euros, ils doivent être portés par une société de projet, un GIE ou une fédération professionnelle, etc. Bon, il y a plusieurs façons de porter le projet. Vous voyez que les domaines d'intérêt certes non exhaustifs, qui ont été listés sont certainement les domaines d'intérêt qui n'ont pas vu en fait les précédentes vagues adresser ces enjeux-là. Donc c'est pour ça que je vous les ai décrits ici. Si jamais vous avez un projet qui rentre dans ces domaines d'intérêt, de la même manière, n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant sur cet appel à projet qui, je vous rappelle, revient pour sa troisième vague. Donc, on quitte la stratégie d'accélération cloud pour aller sur la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives avec deux appels à projets qui ressortent également. Un premier appel à projet solution de billetterie innovante.
Donc là, c'est le deuxième volet de cet appel à projet. Le premier volet a vu ses lauréats sortir récemment. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être lauréat de la première vague, enfin de la première phase pour candidater sur la deuxième phase. Donc vraiment, si vous êtes porteur de solutions innovantes en termes de billetterie, donc je vous ai mis les différents attendus sur cette slide. N'hésitez pas également à postuler, à nous contacter dès à présent si vous cherchez également des partenaires, puisque ça peut être un appel à projet collaboratif sur ce volet-là. Et je pense que c'est même encouragé que ce soit collaboratif, surtout avec des structures, des structures qui, elles, peuvent fournir les données sur cet appel à projet. Donc, la deadline a été mise au 29 septembre. Donc, de la même manière, contactez-nous dès à présent si vous êtes intéressé par cet appel à projet. Si vous êtes lauréat de la première phase, de la même manière, n'hésitez pas à nous recontacter sur la phase 2 de cet appel à projet, et nous aurons notamment nos chargés d'innovation sur ce volet-là, Aurit et Stéphane, qui pourront vous aider également à trouver des partenaires. Et on vous l'a déjà évoqué lors du précédent R&D Corner, mais on a toujours l'appel à projet Alternative Verte 2 qui revient également, qui est là pour favoriser l'émergence de solutions innovantes dans le secteur culturel et qui adresse évidemment les enjeux de la transition écologique et énergétique du secteur culturel. Donc, pareil, ça peut être des projets individuels ou collaboratifs avec des budgets qui peuvent aller jusqu'à 4 millions d'euros. Donc, n'hésitez pas également à nous contacter. On peut être là aussi en relais pour trouver des exemples, pour savoir ce qui a été financé sur les premières vagues et ce qui reste à adresser. Vous savez que Cap Digital s'est initialement monté sur cette filière des industries culturelles et créatives, et donc on a un large réseau sur ce versant-là si vous cherchez des partenaires. Et j'en arrive au bout de cette présentation des appels à projets régionaux et nationaux. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans l'onglet questions. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Julia pour une présentation des appels à projets européens. Merci Jennifer, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de revenir temporairement pour ce 88e R&D Corner. Donc, je vais vous présenter, ou plutôt vous défricher les grands programmes et les grands mécanismes de financement européens. Vous retrouverez bien sûr tous les détails dans les slides qui vous seront présentés. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer, donc vous connaissez sûrement Horizon Europe, qui a démarré en 2021 et qui se terminera en 2027, qui est le grand programme financier de la Commission européenne sur cette année, et qui vise donc à développer et financer des solutions R&D. On se concentrera aujourd'hui sur le pilier 2, donc tout ce qui va concerner des problématiques mondiales et de la compétitivité industrielle et européenne, et aussi sur le pilier 3 qui s'appelle Europe plus innovante. Horizon Europe, pilier 2, c'est les programmes collaboratifs de la Commission européenne. Retenez qu'il y a 6 grandes thématiques stratégiques, donc la santé, tout ce qui est industrie créative et culturelle, la sécurité civile pour la société, donc ça peut être tout ce qui est cyberattaque, cybersécurité, mais aussi lutter contre la désinformation. Notez que l'année prochaine, c'est les élections européennes, donc il y aura sûrement des sujets techno à ce sujet. Vous avez aussi un cluster dédié au numérique, industrie et l'espace. Bien sûr, tout ce qui va être le développement de solutions
climat, énergie, mobilité qui est le cluster 5 et le dernier cluster ou thématique, ça va concerner tout ce qui va être la R&D autour de l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est que c'est ouvert à tout type d'acteurs, aussi bien aux centres de recherche, aux entreprises, type start-up, spin-off, associations, collectivités territoriales. Et pour être éligible, la règle générale, il faut être minimum 3 partenaires de 3 pays différents, dont une entité juridique établie dans un État membre de l'Union européenne. Vous avez 3 grands types d'actions qui vont vers des projets, on va dire plutôt recherche qu'on va appeler RIA, qui vont permettre de développer la R&D, les essais de validation, qui sont financés à 100%, et qui vont toucher des TRL de 4 à 6 et qui vont durer entre 36 et 48 mois. Vous avez les IA qui sont plus avancés, qui vont concerner le développement de prototypes, des essais, des démonstrations, des pilotes, qui est lui financé à hauteur de 60 ou 70% en fonction du type d'acteur que vous êtes et 100% pour tout ce qui va être organisme à but non lucratif. Là, le TRL en général est plutôt plus élevé, autour de 6 et 8, et les projets sont plus courts, entre 30 à 36 mois. Et vous avez le dernier type d'action qui va peut-être moins vous intéresser si vous êtes une entreprise, par contre peut intéresser les centres de recherche, les pôles de compétitivité comme Cap Digital, c'est les CSA. Ça va permettre de financer des activités complémentaires stratégiques, c'est-à-dire tout ce qui va être coordination, sensibilisation, mise en réseau, formation sur une thématique spécifique. Là, le taux de financement est à hauteur de 100% et les projets durent entre 12 à 36 mois. Bien sûr, Cap Digital peut vous accompagner. Tout d'abord, le diagnostic, savoir lequel projet peut vous intéresser. Vous avez aussi les PCN. Il y a de nombreux webinaires lancés par les points de contact nationaux pour défricher chaque appel. On peut aussi, bien sûr, comme on avait évoqué tout au début de la journée ce matin, vous aider à identifier un partenaire et vous mettre en relation avec un partenaire européen ou français, et bien sûr la relecture de dossiers. Je vois qu'il y a une question, Jennifer. Alors, ça concernait les... Oui, ça concernait le TRL sur Horizon Europe. Voilà, les TRL, comme je vous ai dit, ça dépend du type d'action et tout est indiqué sur le tableau. Je pense que j'y ai répondu. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Alors, je regarde juste dans le chat. Oui, dans le chat, il y avait une question. Quelle est l'enveloppe maximum pour le CSA? Alors là, ça va dépendre de chaque appel à projet. Ça peut... Voilà. Je ne pourrais pas vous donner une fourchette comme ça. Il y a une autre question. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus sur la recherche de partenaires pour les projets collaboratifs? Si vous voulez, Ignacio, on y reviendra en fin de webinaire. On pourra détailler un petit peu tout ça, aussi bien au régional, au national que à l'Europe. On pourra vous décrire un petit peu comment on procède. Alors, concernant les financements, Horizon Europe offre la possibilité aux entreprises de s'inscrire dans des appels qui s'appellent nous, dans notre jargon, on les appelle les open calls. Ça concerne donc les financements en cascade. C'est un instrument financier qui va permettre surtout de financer, on va dire, des startups qui vont pouvoir développer des projets courts de 6 à 18 mois et qui peuvent recevoir une subvention de 50 à 150 000 € et qui peuvent être éligibles à 100% des dépenses éligibles. Ça peut, en fonction des appels à projets, vous pouvez y répondre de façon individuelle au consortium, mais l'intérêt ici, cet instrument financier vise surtout à aider et soutenir le développement des startups, des PME et de temps en temps des ETI. Vous avez ici donc 2 slides. La deuxième slide vous présente les
les avantages de candidater à ce type d'appel. Ce sont des dossiers légers, hein, en toujours la langue de travail, c'est l'anglais, de 10 à 15 pages. Donc, le focus, comme je disais, c'est sur le développement de la stratégie de l'entreprise. Comme ça concerne Horizon Europe, le financement exclut les règles des minimis. Donc, c'est un financement qu'on dit plus agile que les projets collaboratifs que je vous ai présentés plus tôt. Le taux de réussite reste très compétitif. On peut être autour de 5 à 10%, mais ça peut être une première acculturation au projet européen. Voilà, donc n'hésitez pas, ici on vous a mis le lien pour retrouver l'ensemble des appels ouverts en ligne. Vous pourrez donc les récupérer, la liste, sur ce lien. Alors, Synergist EIC, c'est donc un appel spécifique qui se clôture le 14 juin prochain. Il est pour les startups et il vise donc à développer des technos vertes à impact. Donc, c'est un programme court, hein, qui vise à soutenir à hauteur de 50 000 € pendant 3 mois des startups et des PME. Donc, c'est un programme d'accélération, hein, qui vise donc à vous accompagner à travers une série d'ateliers sur des thèmes spécifiques comme les financements, les marchés publics de l'Union européenne, et aussi de vous mettre en réseau avec d'autres acteurs de l'écosystème de l'innovation de l'Europe. NGI, Next Generation Internet, on le présente donc, cette initiative européenne qu'on présente à chaque R&D Corner. Ici, donc, il a été lancé, retenez que ça a commencé cette initiative depuis 2016 et donc vise à financer le développement de solutions Internet plus respectueuses et responsables. Il existe de nombreux appels à projets qui sont ouverts régulièrement, donc n'hésitez pas aussi à cliquer sur ngi.com pour avoir l'ensemble des appels à projets en cours. Hop, les aides, bien sûr, quand on parle de projets européens, on parle souvent de consultants ou voilà, et comment financer cette aide-là. Il existe plusieurs aides spécifiques pour financer un accompagnement spécialisé. Vous avez bien sûr les pôles de compétitivité qui peuvent vous aider, mais on ne vous tient pas la plume. Donc, si vous souhaitez être accompagné par un consultant pour la rédaction, au niveau régional, vous avez la région Hauts-de-France par son dispositif le FRAP, Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, qui finance en partie une aide pour vous accompagner dans le montage de projets et aussi pour les coordinateurs et les Work Package Leaders. Pour les ACAD, vous avez l'ANR, hein, l'Agence nationale de la recherche, qui aide aussi à soutenir financièrement le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux. C'est une aide maximum de 30 000 € sur 2 ans et c'est un dispositif régional. Et bien sûr, vous avez BPI France, hein, à travers ces différents dispositifs comme Diagnostic Europe, Diagnostic Partenariat technologique international, qui peut soutenir jusqu'à 50% de la prestation de conseil, et c'est un dispositif national. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a des questions. Une question, du coup, sur la même lignée, pour le FRAP, faut-il être domicilié dans les Hauts-de-France? Oui, bien sûr, c'est un critère obligatoire. Et une question d'Élise qui nous demande à quoi correspond la règle des minimis. Alors, je te laisse, Jennifer, répéter ce que tu avais bien expliqué au début de notre présentation. Alors, la règle des minimis, contrairement au régime de R&D où il n'y a pas de plafond, sur les financements qui correspondent plus à des financements sur des volets de développement commercial, là, il y a un plafond qui est de 200 000 sur 3 ans glissants. Donc, voilà, vous avez un plafond d'aide et vous ne pouvez pas déplacer ce plafond. Donc, il faut bien faire attention que
la somme, le cumul en fait des aides que vous pouvez avoir et qui correspond à des aides de minimis, voilà, ne dépasse pas ce plafond. Normalement, c'est bien expliqué dans les cahiers des charges, hein, si ça fait appel au régime de R&D ou si ça fait appel au régime de minimis. Là, on vous a présenté, alors hors appel à projet européen, en tous les cas, tout ce qu'on vous a présenté en région Île-de-France et au national, ça fait appel au régime de R&D, donc il n'y a pas de plafond. En revanche, vous avez certains dispositifs, et notamment le dispositif de la région, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle TPUP ou PMUP, qui, eux, sont vraiment des dispositifs qui ont des vocations à faire du développement commercial et du coup, qui sont, eux, soumis à cette règle des minimis. Voilà, donc Horizon Europe, les financements en cascade, vous n'avez pas ces règles de minimis. Retenez ça, en gros, pour l'Europe. Je vois qu'il y a des... Ah, ok. Daniel qui dit OK dans le chat, donc je pense que c'est compris. Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. En tous les cas, n'hésitez pas. On est juste en train de regarder si notre intervenant est arrivé, puisque c'est à lui qu'on doit passer la parole par la suite. Mais s'il n'est pas arrivé en attendant, on va juste passer sur... Donc, voilà, on va passer juste sa partie. On va revenir ensuite sur le challenge dès que notre intervenant sera arrivé. On a été peut-être trop rapide. N'hésitez pas en tous les cas à continuer à poser vos questions dans l'onglet questions. Hein. On pourra y répondre comme ça au fil de l'eau. Juste pour vous rappeler un petit peu les événements à venir. Donc, on sera présent à Viva ici lors de différentes tables rondes. Donc, moi, demain matin, en compagnie de ma collègue Sarah, sur le financement. Le financement, donc c'est demain matin à 9h, il me semble. Et on aura également du coup une intervention sur la partie financement européen qui aura lieu le 13 et qui sera notamment, il me semble, animé par l'éminent Philippe Roy. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce festival. On aura également le 13 juin les Cloud Days. Donc là, également, n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement. Il y aura des parties plénières et puis l'après-midi, il y aura des tables rondes. Également en marge de Vivatech, nous interviendrons sur AP Innov 2023, donc voilà, les 19e rencontres du transfert de technologie de la PHP. De la même manière, n'hésitez pas à vous inscrire à cet événement, notamment mon collègue Benjamin Gans, qui a repris la partie un petit peu santé numérique chez Cap Digital, sera présent et pourra vous aiguiller, pourra vous représenter également à l'appel à projet Innova Transition écologique Silver Economy et bien vieillir. On aura également des interventions à Vivatech, plusieurs interventions sur le stand de la région Île-de-France. Donc, n'hésitez pas, venez nous retrouver sur le stand de la région Île-de-France. On aura d'ailleurs à ce propos, donc ce sera le 15 à 15h où on aura l'intervention de ma collègue Sarah El Jabri aux côtés de Stéphane Fournier de l'association Habiter le futur, construire le futur sur le lancement de la vague 2 de l'AMI Innover l'habité du futur. Donc, n'hésitez pas également à nous retrouver sur le stand de la région Île-de-France. Et puis, on aura également le 26 juin la soirée de clôture du programme Dièse qui visait en collaboration avec l'Université Paris-Dauphine pour vous aider sur la partie comptabilité, financement de l'innovation. Donc, si vous voulez rencontrer les lauréats et discuter directement avec les étudiants, n'hésitez pas à vous inscrire à cette soirée
de clôture. Et puis, on va continuer, puisque je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées dans l'onglet questions, à répondre à vos questions. Une question d'Eric pour toi, Julia. En tant que startup Deep Tech, comment postuler sur Synergist EIC? Alors, voilà, j'allume mon micro, ça va être mieux. Donc, retenez que si vous êtes une start-up deep tech ou numérique, il faut que vous, pour répondre à cet appel, tout d'abord, il faut que vous ayez une ou plusieurs solutions innovantes qui va répondre aux défis, aux grands défis pour lutter contre les changements climatiques, ou en tout cas, voilà, pour un meilleur environnement à l'Europe. Donc, ça va être tout ce qui va être les défis qui vont alors, je vais vous mettre les mots-clés, les défis contre de la climatech, de la clean tech, de l'économie circulaire ou de l'agroalimentaire. Et il suffit, je vais vous mettre ça, Eric, dans la réponse, de suivre ce qui est indiqué dans l'open call. Normalement, je pense que c'est 10 à 15 pages, celui-ci. Voilà, il faut répondre avant le 14 juin prochain. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Je rallume mon micro. Peut-être c'est la suite de la question. Sur quel site répond-on? Voilà, je vous mets ça dans le chat, enfin dans l'onglet questions. Merci beaucoup. Une nouvelle question d'Élise. Quels sont les prérequis financiers, administratifs et juridiques pour qu'une jeune start-up puisse postuler à Horizon Europe en termes de critères d'éligibilité? Alors, bonjour Élise, je pense que c'est Élise Viola qui avait été… oui, voilà. C'est Élise. Qui a été stagiaire chez Cap Digital. Donc, pour les prérequis financiers, admin et juridiques, à ma connaissance, une startup doit être déjà créée en tant que SA ou SARL, mais il n'y a aucun critère, sauf si l'appel à projet le mentionne, il n'y a aucun autre critère financier, admin ou juridique. Voilà. Après, ça va dépendre de chaque programme, mais dans les grands appels Horizon Europe, il n'y a pas de prérequis en général. Nous, on conseille aux startups qui souhaitent s'engager dans un grand projet collaboratif Europe de ne pas prendre le lead, bien sûr, mais d'avoir d'autres partenaires pour intégrer un plus grand consortium et donc d'apporter une brique de compétences, soit technologiques, soit une compétence spécifique dans le consortium. Donc, il faut déjà qu'elle soit créée, la startup. Merci beaucoup. Et je vois que Antoine vient de se connecter et de nous rejoindre. Donc, on attend que Antoine puisse monter sur scène. Et on va pouvoir passer et lui donner la parole sur le challenge IA pour la transition écologique en partenariat avec la région Île-de-France. Donc, Antoine, si vous nous entendez, n'hésitez pas à monter sur scène. Voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup, Antoine, d'être parmi nous ce matin et d'avoir accepté l'invitation pour présenter ce challenge que vous opérez aux côtés de la région Île-de-France. Sans plus attendre, je vous passe tout de suite la parole pour présenter ce challenge et puis je reprendrai la main sur les questions-réponses à la fin de votre présentation. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, je peux passer les slides moi-même, c'est ça? Oui, d'accord. Tout à fait. Parfait. Donc, effectivement, le sujet, c'est ce challenge en intelligence artificielle sur la thématique de la transition énergétique, qui est une thématique dont vous avez sans doute pu entendre parler dernièrement, liée à la lutte contre le changement climatique et à la décarbonation du système énergétique. Donc ce challenge, il s'inscrit dans un contexte, donc effectivement une prise de contact entre RTE et la région Île-de-France, des études de RTE qui a un rôle de prospective
sur les prochaines dizaines d'années jusqu'en 2050, pour anticiper les évolutions du système électrique, système énergétique, en termes de consommation, en termes de production d'énergie, typiquement l'intégration massive d'énergies renouvelables et leur impact. Et donc, voilà, un rapport assez complet a été sorti sur les futurs énergétiques 2050 qui présente différents scénarios possibles, mais avec évidemment différents compromis, pour orienter aussi les directives publiques. Mais RTE n'a pas de rôle politique, hein, est un éclaireur et ensuite les décisions se font à un niveau politique avec la société. La région Île-de-France, elle, elle a également une stratégie énergie-climat depuis 2018, donc avec des objectifs en 2030 de réduction de près de 20% de la consommation énergétique régionale, et aussi une multiplication par 2 de la présence d'énergies renouvelables sur le territoire francilien, donc on parle de solaire ou d'éolien. Et en 2050, tendre vraiment vers une région 100% énergie renouvelable, zéro carbone, et une réduction de 40% de la consommation énergétique régionale. Voilà, donc pas mal d'objectifs ambitieux qui nécessitent une transition énergétique tout aussi ambitieuse et qui va s'avérer néanmoins complexe. Pour vous donner une image de voilà, ce qui occupe quand même beaucoup RTE au quotidien, c'est l'acheminement de l'électricité, hein, des sites de production, donc des centrales nucléaires ou des fermes photovoltaïques, hein, ou éoliennes, jusqu'à chez nous. Alors pas jusqu'à chez nous exactement, jusqu'aux distributeurs comme Enedis, donc globalement à la périphérie des grandes villes. On gère pas les plus bas niveaux de tension, mais voilà. Il faut acheminer l'électricité vers ces centres de consommation. Et bien qu'on ait l'impression que ça se fasse sans douleur et sans problème, et que dès qu'on ait besoin d'appuyer sur un bouton, la lumière est là, en fait, il y a encore beaucoup d'humains et d'opérateurs, de dispatchers, on les appelle, donc des dispatchers qui visent à bien répartir les flux d'électricité sur le réseau, pour qu'il n'y ait pas de problème, typiquement des bouchons, hein, des congestions sur nos lignes électriques, qui ferait qu'après, on pourrait perdre par effet domino plusieurs lignes et puis arriver sur des petits blackouts. Donc voilà un centre de dispatching qui est un environnement complexe de prise de décision aujourd'hui, où les dispatchers ont déjà beaucoup d'outils à leur disposition. La problématique, c'est qu'avec la transition énergétique, ça va ne faire que s'accentuer en termes de complexité à gérer, avec de nouveaux acteurs qui arrivent, donc le renouvelable, l'éolien, le solaire, qui apportent des dynamiques assez particulières et assez contraignantes en termes de gestion. Aussi le fait que nous, à notre échelle, on puisse produire de l'électricité avec des panneaux solaires sur les toits, des véhicules électriques qui réinjectent dans le réseau. Et aussi, ça c'est l'échelle locale, mais même à l'échelle du continent, tout est de plus en plus intégré, ce qui a un bénéfice pour avoir parfois un système plus robuste, mais qui demande beaucoup de coordination aussi. Et de l'autre côté, si on parle du réseau lui-même, il y a des choses qui se transforment, hein. Voilà, il y a des technologies qui s'hybrident, il y a la digitalisation qui arrive, qui apporte un certain nombre de flexibilités, mais aussi une nouvelle gestion à construire, et puis de plus en plus d'automates. Donc nos opérateurs, va falloir davantage les aider. On ne va pas pouvoir continuer tel que c'était aujourd'hui, où à chaque fois on rajoutait des écrans et des applications. Il va falloir repenser l'interface homme-machine, et donc plutôt aller vers l'idée d'un assistant, qui serait une interface plutôt unique, mais avec beaucoup de choses qui tournent derrière. Et donc, par contre, ce qu'on pense, c'est que les opérateurs humains, les dispatchers, restent des acteurs clés. On est très loin d'imaginer qu'on pourra faire fonctionner le réseau électrique en toute autonomie, et donc ils restent des acteurs clés pour prendre les décisions. Si on revient sur l'évolution du mix énergétique, donc il y a globalement 6 scénarios qui ont été présentés jusqu'en 2050. Là, j'en présente les 2 les plus représentatifs. Si on part d'aujourd'hui, en 2020,
Vous voyez qu'en moyenne sur l'année, on a 8% d'éolien et 2,5% de solaire. Alors, il faudrait le remettre un petit peu à jour là sur 2023, mais voilà, on était plutôt autour de 10%, on est peut-être à 13% maintenant. Quand les objectifs pour 2050 sont au moins de 50% de mix ENR. Et puis même pour 2035, il y a de mix ENR, alors nouveau renouvelable, parce qu'on pourrait aussi intégrer l'hydraulique, mais quand je dis ENR ici, c'est éolien plus solaire. En 2030-35, on vise déjà 30%. Donc ça fait beaucoup en peu de temps. Et il faut apporter de nouveaux outils. Donc, typiquement, cet assistant, donc l'idée d'une interface unique déjà, mais qui va avoir besoin de pas mal d'intelligence, parce que si on concentre finalement l'interaction et l'information sur un écran alors qu'ils en avaient 10 aujourd'hui, il y a quelque chose à faire en termes de gestion de l'information et de la prise de décision. Et donc là, l'idée, alors ce qui préoccupe beaucoup, hein, je l'ai un peu mentionné, nos opérateurs, c'est ces surcharges sur les lignes électriques qui font qu'elles peuvent être amenées à se déconnecter pour protéger l'environnement autour, les biens et les personnes. Et par contre, le problème n'est pas résolu pour autant dans ce cas-là si on ne fait rien, il se propage ailleurs et on peut avoir un effet cascade. Donc les opérateurs veulent absolument éviter ça et donc réguler les flux électriques quand des congestions comme ça se produisent. Et ça peut aller très vite, donc surtout ils le font en anticipation. Ils essayent d'étudier en anticipation, en prévision, pas mal de scénarios pour anticiper, identifier les risques et déjà identifier des parades, donc des actions pour gérer ces flux. Il se trouve qu'avec la transition énergétique, les scénarios à regarder vont être toujours plus nombreux, hein, parce que le solaire et l'éolien sont très intermittents, très variables, et donc il y a beaucoup plus de scénarios à regarder. Quand bien même, il faudra qu'on regarde beaucoup plus aussi l'influence de la température avec l'évolution du changement climatique. Donc là, ça demande de prendre des décisions en anticipation, aussi coordonnées. C'est ce qu'on voit sur le petit schéma là qui va de 7h à 11h. C'est qu'on peut avoir identifié à 7h un risque pour 9h et donc se poser la question à quel moment on prend une action, une décision pour soit atténuer ce risque, soit le corriger s'il se réalise réellement. Mais en parallèle, il y a plusieurs zones de réseau à gérer, donc les décisions doivent être prises de manière coordonnée. Et les propriétés qu'on attend d'un assistant, c'est déjà une propriété de robustesse, parce que le réseau électrique est un système critique et on ne peut pas faire n'importe quoi dessus. Une propriété d'adaptabilité, parce que le mix énergétique, donc l'intégration des énergies renouvelables se fait à marche forcée. Et donc tous les ans, les phénomènes changent, ce qui était beaucoup plus rare avant, hein. On connaissait presque par cœur les phénomènes et on savait anticiper les choses. Là, il faut revoir notre connaissance et les phénomènes de manière beaucoup plus régulière. Et l'aspect de confiance, parce que on parle d'un assistant. L'assistant il est au service de l'opérateur, et donc pour que ça fonctionne, il faut bien que l'opérateur ait confiance aussi dans cet assistant et par exemple les recommandations qu'il pourrait être amené à faire. Si on regarde le problème de manière assez simplifiée, on a un opérateur, ce qu'on peut appeler un agent, qui va observer l'état d'un réseau électrique. Donc ce que vous voyez en dessous, les flux électriques sur les lignes là, et puis à un moment en rouge de ce côté-là, vous avez une contrainte, donc une surcharge. Donc si l'opérateur observe ça, il va falloir qu'il agisse très vite. Et donc il peut prendre, en observant ça, il peut prendre une action qui va effectivement impacter, avoir un effet sur le réseau électrique et idéalement soulager ces flux. Et donc on a un agent qui prend des actions, qui agit sur l'environnement, l'environnement évolue, change d'état aussi avec le fait qu'on avance dans le temps, hein, donc la consommation change. Et donc on peut imaginer que pas de temps après pas de temps, donc disons toutes les 5 minutes, l'opérateur ou l'agent artificiel
peut être amené à prendre une décision pour améliorer l'état du réseau et gérer ses flux électriques. Alors ça, c'est une modélisation qui s'est complexifiée d'année en année pour être de plus en plus réaliste à travers une série de challenges. Donc le challenge de cette année, en fait, c'est la résultante de toute une série de challenges précédents qui ont été soumis dans des conférences souvent scientifiques en intelligence artificielle, donc typiquement la plus grande qui est NeurIPS en 2020. Ce qui a permis déjà d'attirer la communauté de l'IA de chercheurs sur nos sujets et d'établir les pistes de solutions les plus prometteuses. Donc tout ça, on a beaucoup appris avec tout ça. Et on arrive maintenant à un niveau de maturité suffisant pour projeter une utilisation industrielle, donc envisager à horizon 3 ans que ce soit utilisé par nos opérateurs, donc un réel impact industriel. Et là, donc sur un réseau simplifié, alors ça peut déjà être une zone de réseau que gère un opérateur. Alors bon, c'est censé être animé, mais c'est pas très grave. Donc voilà, ce qu'on verrait normalement, c'est qu'à droite, on va perdre une ligne, ce qui va beaucoup charger le réseau à droite. Et donc l'agent ou l'opérateur, si on est sur le vrai réseau, va prendre des décisions pour réaiguiller les flux et les faire passer plutôt, je ne sais pas si vous voyez mon curseur d'ailleurs, j'imagine que oui, plutôt au milieu du réseau. Et pour ça, il va prendre plusieurs actions coordonnées. Et donc là, c'était un agent artificiel qui faisait ça de manière autonome, parce que globalement, on est dans un jeu à ce moment-là. Et il faisait des choses quand même assez intéressantes. Voilà, il coordonnait plus de 5 actions, ce qui est pas donné à tout le monde, voire même un humain n'a pas forcément le temps d'étudier une telle combinatoire. Donc c'était déjà très intéressant, mais il n'empêche que ces agents artificiels échouent encore dans près de 30% des scénarios hebdomadaires de gestion du réseau qu'on leur donnait. Une petite note, c'est qu'on peut voir un parallèle peut-être avec le jeu de Go, mais là on est vraiment sur un jeu beaucoup plus difficile avec beaucoup plus de combinatoires et d'actions possibles, et aussi des contraintes de sûreté, etc., qui ne sont pas des contraintes dans des jeux tels que le Go. Voilà, donc ce challenge de cette année, il s'adresse aux entreprises de petite et moyenne taille, possiblement donc les startups en intelligence artificielle. Il y a également la possibilité de s'adresser, enfin de candidater en termes de groupement, donc une entreprise avec un labo de recherche ou un consortium d'entreprises. Et le gain, donc ce challenge, on va déjà sélectionner 10 participants d'ici début juillet. La compétition technique va se dérouler jusqu'à fin septembre. Il y aura un jury qui identifiera le lauréat, qui sera annoncé en novembre. Et donc le gain pour l'entreprise lauréate est une subvention de la région d'1 demi-million d'euros pour un projet au budget d'1 million d'euros. Voilà, et avec des subventions avec des taux différents selon la taille de l'entreprise. Donc j'ai déjà anticipé ma dernière slide sur le calendrier, mais le voilà. Et donc une fois que le lauréat est annoncé, l'ambition est de lancer un projet de développement avec l'appui de RTE, parce que nous on a besoin de solutions, de produits, et donc on va faire en sorte d'accompagner cette entreprise pour que ça réponde à notre besoin. Et ce projet durera 2-3 ans, donc c'est un projet de pré-industrialisation où on va prototyper proche des données réelles et du contexte des salles de dispatching une solution qui sera ensuite industrialisée. Et donc pour postuler, il y a ce lien sur le site de la région Île-de-France. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Antoine. Alors, je ne vois pas de questions apparaître dans l'onglet questions.
Je regarde un peu dans le chat également. Pas forcément de questions non plus dans le chat. Je ne sais pas, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce que vous avez déjà dit ou c'est bon pour vous? Je pense que donc alors Cap Digital, on va aussi être en interaction. Alors vous êtes partenaire du challenge. On va être en interaction sur l'événement Vivatech. Oui. Donc ce sera le 16. Il me semble le 16, le vendredi. C'est ça, à 14h. À 14h, tout à fait. Il me semble, donc voilà, ce sera aussi un événement intéressant ensemble. Et puis quelque part, on compte aussi sur vous pour, au moment de la désignation du lauréat, d'identifier ce lauréat, vous êtes alors si j'ai bien compris, pas mal engagé avec les startups et l'écosystème d'entreprise. Donc ce sera aussi très intéressant d'avoir votre regard, voilà, d'un point de vue entreprise et potentiel d'entreprise, quels sont les candidats les plus prometteurs. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup pour votre intervention. Et je vais, du coup, on va passer juste à la suite, comme je vous le disais. Aujourd'hui, on est accompagné de Benjamin Gans, qui est là, à qui je vais donner la parole pour vous présenter. Merci à vous, je vous laisse. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup. Et qui va nous présenter, qui va nous faire un retour sur la nouvelle équipe animation et relations adhérents. Donc, Benjamin, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous et merci Jennifer pour cette introduction. Je suis Je crois que est-ce que vous voyez Jennifer et mon collègue Benjamin? Alors Benjamin, je t'invite à... On est à côté, hein, on est certes en ligne, mais... Mince. Et moi, j'avais pas de son. Voilà. Bonjour, ça a gelé. Voilà. Problème technique. Heureusement, on est en présentiel. On va y arriver. Donc, bonjour à tous. Je vois que je suis sur deux écrans à la fois, je suis figé sur l'autre côté. Donc, vous m'avez 3 fois sur l'écran, à la fois sur la photo, figé et en live. Donc, je suis ravi de diriger cette nouvelle équipe animation, relations aux adhérents, dont l'objectif est de retisser du lien avec nos adhérents qui ne sont pas nécessairement impliqués dans les projets. Donc, animer les communautés, faire en sorte que les gens se rencontrent, partagent de la connaissance, faire en sorte qu'on puisse les valoriser au mieux lorsqu'ils portent des technologies, des solutions innovantes sur les marchés que nous abordons. Alors l'équipe que vous voyez, certains visages vous sont déjà familiers. J'imagine que Stéphane Singier, pour ceux qui connaissent Cap Digital, est un visage bien connu. Et il continuera à s'occuper de la communauté ICC. Assis à ma gauche sur la photo, c'est Samir Mokrani, qui lui a en charge de la communauté retail et services, et qui garde un pied dans le nord de la France, dans les Hauts-de-France et l'Eurotechnologie. Derrière lui, c'est Sarah El Jabri qui, elle, s'occupe des fonds d'investissement, donc toute l'activité autour des comités d'investissement, du French Tech Seed, mais aussi de la communauté Data Techno IA. Et au milieu derrière lui, on a Pierre Perrin qui s'occupe, lui, des sujets ville durable. Pierre, vous le connaissez aussi sans doute, c'est l'animateur de notre délégation spéciale Jumeaux numériques. Et derrière moi, à droite, c'est Florence Berlou qui, elle, s'occupe de tout l'aspect data analytics derrière les informations que nous collectons auprès de nos adhérents sur l'écosystème, à la fois pour réaliser des mappings, des sourcings d'entreprises. Ne figure pas sur cette image Aurid Coates qui continue aussi à s'occuper de la filière ressources, éducation, formation et ICC.
Et il ne figure pas non plus Margot de Caminel qui, elle, s'occupe de toute la relation avec les collectivités adhérentes et partenaires de Cap Digital. Donc vous entendrez bientôt parler de nous lors des événements que nous allons organiser pour animer les communautés, des petits déjeuners, des corners Cap Digital, des learning expéditions auxquelles vous serez invités en tant qu'adhérents, des visites aussi de start-up. Bref, tout un ensemble de dispositifs qui vous permettront de vous rencontrer, de rencontrer des adhérents et de rencontrer les personnes que je viens de vous présenter. Je vous remercie. Merci Jennifer. Oui. Merci Benjamin. Donc, je suis revenue peut-être avant de nous quitter, Benjamin. On avait évoqué le fait de reparler un petit peu de comment on mettait en relation les adhérents qui voulaient monter des partenariats, collaborer ensemble, donc de l'émergence de projets jusqu'à sa réalisation. Donc voilà, l'équipe de Benjamin est aussi là pour ça, pour identifier les bonnes personnes, les bonnes startups, les bonnes collectivités territoriales qui peuvent vous aider à accéder à ces projets collaboratifs. Donc voilà. Oui, l'accompagnement de nos adhérents se fait à différents niveaux. L'accompagnement sur des dispositifs collectifs comme les salons des événements, c'est ce qu'on fait pour le SIGGRAPH et ce qu'on fait pour le salon Silver Eco. On le fait aussi, c'est aussi une opportunité, ces salons, pour faire se rencontrer les gens de telle sorte qu'ils puissent penser aux autres justement lors du montage de projets, de consortiums. Et puis on est là aussi en support de l'équipe R&D justement pour aider à faire en sorte que la sauce prenne entre nos différentes typologies d'adhérents, puisque vous le savez, la particularité du pôle, c'est vraiment d'avoir une très grande variété d'adhérents, que ce soit des startups, des PME, des grands comptes, des collectivités, des fonds d'investissement, des labos, des universités. Et peut-être, Julia, tu veux dire quelques mots sur des partenaires européens? Oui, bien sûr. Donc, la question avait été posée, comment on vous met en relation ou en tout cas, comment se fait cette recherche de partenaires européens. Nous, on est en contact avec des clusters, comme on dit, des business clusters en Europe, donc des équivalents de pôles de compétitivité européens, avec qui on est en contact régulièrement. On fait des projets avec eux et aussi, parfois, on fait des webinaires pour la mise en relation lors d'appels européens spécifiques. Donc là, on contacte nos membres lorsqu'ils ont une idée de projet qui peuvent convenir à un appel européen qu'on a identifié, et on va vous chercher, mais n'hésitez pas aussi à venir nous voir, à venir parler de vos solutions pour que nous, on soit au courant aussi de l'avancée de vos projets et qu'on puisse après rapidement repérer quand on entend parler d'appel à projet et de vous mettre en relation lorsqu'on entend des consortiums qui se forment. Notamment aussi, on s'appuie sur le réseau Europe Entreprise Network dans les Hauts-de-France et en Île-de-France qui aide aussi à la mise en relation avec d'autres acteurs européens. On s'appuie aussi sur d'autres partenaires européens lorsqu'on fait des projets européens. On est en contact permanent avec d'autres acteurs européens très impliqués dans le montage de consortiums. Et là aussi, on fait une veille lorsqu'on entend parler de recherche de spécifiques startups ou aussi des ACAD ou d'autres types d'acteurs qui pourraient monter sur des projets européens. Voilà pour l'Europe. Je ne sais pas si, Jennifer, tu souhaites ajouter quelque chose au niveau régional ou national. Non, pas plus que ce que je vous ai déjà dit. Voilà, n'hésitez pas en tous les cas à nous contacter. On est là et le collectif doit servir justement à monter ces beaux projets à impact, ces belles collaborations à impact avec des acteurs différents issus de parcours différents et avec des ambitions qui peuvent être différentes mais complémentaires. Donc on est un collectif et ce collectif doit servir le collaboratif. Et bien
sur ces paroles, on va pouvoir clore ce 88e R&D Corner. On vous remercie encore tous pour votre présence ce matin, en nous excusant pour les petits problèmes techniques qui sont arrivés en cours de webinaire. On vous espère très nombreux au prochain R&D Corner du mois de juillet. Et en attendant, on vous souhaite une belle et ensoleillée journée et à très bientôt chez Cap Digital. À bientôt, au revoir. Très bonne journée et merci beaucoup à Bastien derrière son écran pour la technique de notre équipe com. Merci à tous. Au revoir, bonne journée.